moi, je m'imagine qu'il y a une autre Terre où il y a des gens qui sont les mêmes que nous, en fait. Et ouais, d'ailleurs, ça me rassure de penser à ça. L'univers, c'est l'ensemble des planètes dont nous faisons partie, la Terre. Mais c'est... Enfin, on peut pas se représenter, quoi, je pense. On s'imagine ce qu'on ne peut pas s'imaginer. Pour les scientifiques, l'univers représente certainement une source d'émerveillement. Je rappellerai tout simplement que sur le plan de l'étymologie, univers, ça veut dire unité, diversité. Et le seul mot univers explique donc toute la démarche du scientifique qui consiste à expliquer la diversité de l'univers par une unité. Si aujourd'hui l'homme sait que regarder les étoiles, c'est voir le passé et comprendre l'histoire de l'univers, hier, afin de conjurer son angoisse de l'infini, l'homme imaginait des modèles d'organisation du monde qui le rassuraient. Vu par notre siècle, l'univers est en expansion, empli de mouvements, c'est celui du Big Bang. Tout ce que l'on peut dire sur le plan de la science, c'est que l'on est certain que l'univers, dans un passé très lointain, disons 15 milliards d'années, a été extraordinairement chaud, extraordinairement dense, et aujourd'hui, les plus lointaines observations que l'on puisse faire remontent à une époque qui daterait d'environ 1 million d'années seulement après le début de l'expansion de l'univers. Donc c'est une véritable exploration du passé. Plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le passé de l'univers. Et c'est comme cela que l'on s'est aperçu, c'est la découverte capitale, je crois, de l'astronomie du XXe siècle, que l'on s'est aperçu que l'univers évoluait. Avec la théorie du Big Bang, l'univers acquiert une dimension historique. Il a un passé, un présent et un futur. Il n'est plus éternel. Il a 15 milliards d'années et l'essentiel de son histoire est contenu dans la lumière dont la vitesse atteint 300 000 km par seconde. Quand on se dit qu'un point éclairé à tel instant nous apparaît à un autre instant, avec le temps que met la lumière pour arriver à nous, ça peut être un peu surprenant aussi. C'est un peu déroutant comme notion. Et il ne faut pas oublier que notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi les milliers de milliards de galaxies qui peuplent l'univers. Et aujourd'hui, par les très grands télescopes, on observe effectivement des galaxies extérieures qui sont, elles, situées à des millions, voire à des milliards d'années de lumière. C'est-à-dire donc que l'on observe ces galaxies dans l'état qu'elles étaient lorsque l'univers était plus jeune de tant de millions ou tant de milliards d'années. L'essentiel de notre connaissance repose sur la collecte et le décodage de la lumière que nous recevons. Tout le développement de l'astronomie moderne repose sur une double course. La première, augmenter la taille des télescopes pour collecter un plus grand nombre de rayons lumineux et avoir plus de détails sur les astres les plus faibles. La deuxième, sur la qualité du site d'observation. En effet, l'atmosphère terrestre brouille les images des astres les plus éloignés. Aujourd'hui, les grands observatoires se trouvent au sommet des plus hautes montagnes. C'est là que l'atmosphère est la plus pure. Actuellement, les meilleures observations sont faites à Hawaï, sur volcan haut de 4000 mètres, ainsi qu'à l'observatoire austral européen installé au Chili. Ce n'est qu'avec le développement de l'astronomie spatiale que les problèmes d'atmosphère ont été supprimés. Un vaste programme scientifique a permis de construire et de lancer le télescope spatial Hubble. Mais ce type de mission coûte cher, très cher. L'astronomie de demain, toujours dans le domaine du visible, consistera en fait à s'affranchir de l'atmosphère sans en sortir, par un moyen extrêmement ingénieux que l'on appelle l'optique adaptative. Et c'est ce moyen qui sera utilisé dans les prochaines générations de télescopes, et notamment le très grand projet européen qu'on appelle le Very Large Telescope, le VLT, qui entrera en fonction au Chili, je pense aux alentours de l'an 2000. Alors l'idée consiste en fait à d'abord faire des miroirs de taille beaucoup plus grande, mais non plus d'un seul tenant, mais des miroirs constitués en fait d'une mosaïque de petits miroirs, tous articulés entre eux. Donc des miroirs à forme mobile. Ensuite, l'idée consiste à adapter la forme de ces miroirs, la forme instantanée de ces miroirs, à l'état de l'atmosphère. Autrement dit, lorsqu'on fait une observation, on a des instruments qui mesurent en temps réel, par exemple, la température, le mouvement des vents, la turbulence de l'atmosphère, et qui savent corriger en fonction de ces données la forme
des miroirs en orientant, parce que chaque mosaïque est pilotée par une sorte de mécanisme, l'ensemble gouverné par un ordinateur, et l'ordinateur est capable de dire à chaque élément « oriente-toi très légèrement de quelques microns », de façon à épouser. Et donc la forme du télescope mobile épouse en temps réel l'état de l'atmosphère, de façon à donner un résultat comme si l'atmosphère n'existait pas. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, fait dire au renard « L'essentiel est invisible pour les yeux », croyait-il si bien dire. Depuis, l'astrophysique a montré que plus de 90% de la masse de l'univers est invisible. Si vous voulez, tous les astres, quels qu'ils soient, émettent des ondes lumineuses sur un spectre extrêmement large, dont la lumière visible n'est qu'une minuscule fenêtre. Les ondes radio, c'est plutôt les ondes lumineuses qui auraient des très longues longueurs d'onde ou de très basses fréquences, si vous voulez, donc relativement peu d'énergie. Ensuite, on a le domaine, ce qu'on appelle le domaine infrarouge. Puis on a la fenêtre visible, minuscule fenêtre visible. Et puis au-dessus, plus grande fréquence, on a ce qu'on appelle l'ultraviolet. Puis les rayons X, les fameux rayons X que tout le monde connaît lorsqu'on va se faire des radiographies médicales, jusqu'aux ondes les plus énergétiques, qu'on appelle les rayons gamma. Et alors, donc, depuis 1950, on ne cesse de construire des détecteurs dédiés à telle ou telle de ces fenêtres. Alors, chaque fois qu'on essaie d'observer dans tel ou tel domaine, eh bien, la nature du télescope change complètement. On a construit des télescopes spécifiquement destinés à capter ces ondes-là. On appelle ça des radiotélescopes. Et on a eu la stupeur de découvrir que l'univers dans son ensemble, tous les astres, émettaient une débauche de rayonnement de toute forme, dont la lumière visible n'est qu'une minuscule partie, on pourrait appeler ça la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. Mais on a appris beaucoup plus d'informations sur l'univers en l'observant dans les autres domaines de longueur d'onde que vous disiez invisibles, mais qui en fait ne sont visibles qu'à nos yeux, mais ne le sont pas à nos instruments. Alors, y a-t-il dans l'univers d'autres messagers que la lumière capables de nous envoyer des informations ? En 1987, dans le grand nuage de Magellan, explose une supernova. Les scientifiques constatent qu'elle envoie autre chose que des rayons lumineux, les neutrinos. Ce sont des particules très bizarres. Certains les appellent des anges, car ils sont extraordinairement difficiles à saisir. Parmi les milliards de neutrinos qui traversent chaque seconde la Terre entière, de part en part, comme si la Terre n'existait pratiquement pas, eh bien de temps en temps, il n'y a qu'un ou deux de ces neutrinos qui sont capturés par des détecteurs. Tout cela pour dire qu'il est quand même extrêmement difficile de détecter ces messages transportés par les neutrinos, bien qu'on sait que ces messages existent.